Dans l'actualité du 13h15, la relation fécondité et planification familiale à l'aune des chiffres, comment maîtriser la fécondité pour une planification familiale assumée. Le Burkina Faso a fait des progrès, les résultats montrent des signes encourageants, notamment dans la progression du taux de prévalence de 5 points par rapport aux indicateurs de 2010. Explication dans ce journal. Et puis au Burkina toujours, les mutilations génitales féminines touchent encore les filles de la tranche d'âge entre 0 et 14 ans. La faute à la pression sociale et les survivances de certaines pratiques culturelles. Un plan stratégique vient d'être élaboré pour s'attaquer à ces postes de résistance et renforcer la communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, la satisfaction des magistrats burkinabés pour les réformes sur la magistrature. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont allés témoigner leur gratitude au président de la transition, Michel Kafando, pour son engagement personnel dans cette évolution. Une évolution qui consacre désormais des changements notoires, entre autres l'évaluation des magistrats par leur supérieur hiérarchique immédiat, la désignation des chefs de juridiction par le Conseil supérieur de la magistrature sur appel à candidature, l'impossibilité pour le magistrat, même en disponibilité, de faire la politique. Le point de la rencontre avec Aimé Soulagigma. Ce fut l'occasion pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature de traduire leur reconnaissance au président de la transition pour les innovations entreprises pour renforcer l'indépendance de la justice. Les magistrats dans les juridictions sont désormais évalués et notés par leur supérieur hiérarchique immédiat, les chefs de juridiction. Sièges et parquets, y compris les chefs des hautes juridictions, seront désormais désignés par le Conseil supérieur de la magistrature sur appel à candidature avec des critères définis pour chaque profil. L'impossibilité pour le magistrat, même en disponibilité de faire de la politique. Il n'y a donc désormais qu'une seule option pour le magistrat qui veut faire la politique, c'est la démission. La première responsable du Conseil supérieur de la magistrature a également relevé au compte des acquis engrangés sous l'autorité du président Kafando et sous la houlette du ministre de la Justice, Joséphine Ouédraogo, la facilitation de l'exhumation des restes du président Thomas Sankara, la relecture des textes de la Haute Cour de justice et l'adoption du pacte pour le renouveau de la justice. Prenons l'engagement de mener à bien cette mission avec toute la fermeté nécessaire à l'indépendance de la justice. Je suis vraiment content de pouvoir profiter de cette occasion la dernière pour d'abord vous saluer et vous dire que dans toute la mesure du possible, nous avons été disponibles chaque fois où cela était nécessaire de vous rencontrer et d'aider aussi à résoudre les problèmes de la magistrature parce que nous sommes conscients de l'importance de votre fonction. Cette rencontre intervient après la déconnexion juridique du pouvoir judiciaire de l'exécutif instituée suite à la révision constitutionnelle par la loi constitutionnelle du 5 novembre 2015 et promulguée par décret le 26 novembre 2015. Et puis, fait officier de l'ordre national le 16 décembre dernier à la présidence du Faso, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, Tulinabo Mouchengi, y est retourné dans la matinée de ce samedi 19 décembre pour dire merci au président Michel Kafando pour cette marque de reconnaissance. Le diplomate américain a réitéré l'engagement de son pays à soutenir le partenariat avec les autorités nouvellement élues pour le développement du Burkina. On fait le point avec Draman Dadian. La nation burkinabé lui a été reconnaissante. Fait officier de l'ordre national le 16 décembre dernier, Tulinabo Mouchengi revient dire merci au président du Faso et le féliciter pour avoir su conduire la période transitoire à bon port. Depuis octobre, on a eu la première crise en décembre, on a eu une autre crise en février, on a eu une autre crise en juin, on a eu une autre crise en septembre. Et dans toutes ces crises, vous étiez là avec nous. Vous avez remarqué comment avec la sagesse du président Kafando. Donc je tenais à le féliciter de ce point-là. À quelques jours de la fin de la transition, le diplomate américain rassure le Burkina et ses nouvelles autorités du soutien du pays de l'oncle Sam, surtout dans les domaines du développement durable, la bonne gouvernance et la sécurité. Non seulement pour la sécurité intérieure
à l'intérieur des frontières du Burkina Faso, mais la sécurité régionale qui aide la sécurité internationale et qui aide aussi les pays comme les États-Unis. Le domaine de la bonne gouvernance, nous allons continuer à travailler d'arrache-pied avec les nouveaux élus, vos nouveaux élus, les gens que vous avez choisis comme leaders de votre pays. Ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès du Burkina Faso depuis juillet 2013, Toulinabo Mouchingi a aussi exprimé sa gratitude aux hommes et femmes du Burkina pour leur intégrité. En santé, la Croix-Rouge du Burkina anticipe sur les cas de maladies à virus Ebola. À travers des exercices de simulation, une vingtaine de médecins et d'agents de santé se sont essayés à la prise en charge des cas de maladies dans un contexte d'épidémie. Aimé Soulage Guigma. Ils sont 24 médecins et infirmiers venus de divers districts sanitaires de la ville de Ouagadougou à prendre part à cette stimulation de prise en charge d'un cas suspect de la maladie à virus Ebola. L'objectif est de développer les réflexes des équipes d'intervention rapide et référents Ebola des districts CHR, CHU, CHN et centres sanitaires privés du Burkina. C'est pour que les équipes puissent s'habituer à prendre en charge les cas de maladie à virus Ebola au cas où cette situation adviendrait au niveau du Burkina Faso. Les procédures et les investigations à faire pour prendre en charge un cas suspect, les précautions à prendre pour le port et l'enlèvement de la combinaison, les techniques de lavage des mains et le suivi des contacts n'ont plus de secret pour ces praticiens de la santé humaine. Je peux dire qu'on est aguerri par rapport à une éventuelle épidémie, une suspicion de MVE. Ça a été une semaine de formation, mais très enrichissante. Face à un cas suspect ou bien confirmé, comment on peut prendre en charge le patient. Aussi bien ne pas abandonner le patient à son sort, mais tout en se protégeant aussi contre cette maladie. À travers cette formation de 5 jours, le consortium de la Croix-Rouge, ONG Alima, avec l'appui financier de l'Union européenne, entend participer au renforcement des capacités techniques des agents du ministère de la Santé. Je vous le disais en titre, la fécondité, la relation fécondité et planification familiale à travers une étude au Burkina. L'accent est mis sur la collecte des données qui mesurent les progrès enregistrés en matière de maîtrise de la fécondité. C'est l'Institut supérieur des sciences de la population qui a initié l'étude. Ces résultats montrent des signes encourageants, notamment la progression du taux de prévalence de 5 points par rapport aux indicateurs de 2010. Explication, Maxime Zongo. La planification familiale, voilà la stratégie retenue par le Burkina dans le cadre de sa politique d'amélioration de la santé de la reproduction. Objectif, contribuer à sauver des millions de vies de femmes et d'enfants. Participe de cette stratégie l'implication de notre pays dans la mise en œuvre de la plateforme PEMA 2020, un mécanisme de collecte de données sur la santé de la reproduction. La collecte se fait sur les téléphones portables avec un programme préinstallé à l'intérieur et qui nous permet tous les 6 mois d'aller sur le terrain et de mesurer les progrès qui ont été réalisés au niveau de la planification familiale. Cette fois-ci, nous sommes dans la 2e vague de collecte et les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus montrent plutôt des signes encourageants au niveau de la planification familiale. Parce que le taux de prévalence a fait un bond quand même de 5 points si on compare par rapport aux indicateurs qu'on avait au niveau de l'enquête démographique et de santé de 2010. Ces résultats sont destinés à guider l'action des différents intervenants du secteur de la planification familiale, mais constituent également des matériaux qui sont d'un appui à l'enseignement et à la formation des spécialistes. L'Institut supérieur des sciences de la population a bénéficié de l'appui de l'Institut Gates et de l'Université Johns aux États-Unis. Toujours dans l'actualité de ce samedi au Burkina Faso, les mutilations génitales féminines touchent encore les filles âgées de 0 à 14 ans. La pression sociale et les survivances de certaines pratiques culturelles expliquent en partie cette résistance à abandonner ces mutilations. Le Conseil national de lutte contre ces mutilations a élaboré
Un plan stratégique pour s'attaquer à ces postes de résistance et renforcer la communication. Le document a fait l'objet cette semaine d'un examen par des spécialistes en présence de Hortense Evelyne Yelemo. C'est un référentiel doté d'un plan opérationnel qui sera soumis aux participants. Grâce à leur expertise et leur expérience diverses, ces participants vont devoir parfaire le plan stratégique national contre les mutilations génitales féminines 2016-2020 afin de l'adapter au contexte national, un contexte marqué par quelques poches de résistance. C'est surtout la tranche d'âge de 0 à 14 ans qui nous intéresse parce que c'est cette tranche d'âge qui est la tranche jeune qui nous donne un peu la photographie des actions menées depuis 1990 à nos jours. Alors, le taux de prévalence dans cette tranche d'âge, selon l'IDS 2010, est de 13%. Ce plan stratégique devrait être un guide pour tous les acteurs intervenant dans le domaine. Il met un accent particulier sur le renforcement des acquis des plans précédents. Nous avons 5 axes où nous avons le renforcement des actions de communication, des actions de prise en charge des séquelles des MGF. Nous avons également la promotion et la protection des femmes dans le contexte des MGF. Et nous avons des axes concernant le suivi et les recherches en matière de la pratique de l'excision au Burkina Faso. Il est donc attendu des participants des recommandations qui vont permettre d'obtenir un document qui répond aux attentes de la lutte contre la pratique de l'excision au Burkina Faso. Ten Forest est un réseau de promotion et de défense des droits fonciers des paysans burkinabés. Il mène des plaidoyers dans la région du Nord pour aider les paysans à rentrer dans leurs droits lorsqu'ils sont spoliés par des indélicats. Ce 18 décembre 2015, Ten Forest était face aux journalistes pour faire le point de ses activités 2015. Les détails avec Sali Doussa. C'est l'heure du bilan à Ten Forest. Face à la presse, ce réseau qui œuvre dans la promotion et la préservation des droits fonciers des paysans a dévoilé ses acquis dans la commune de Waiguia. On a d'abord l'existence d'une alliance de plaidoyer qui regroupe aussi bien des structures publiques que des structures de la société civile. Nous avons mené des actions donc, de sensibilisation auprès des bénéficiaires pour que ces bénéficiaires apportent eux-mêmes le plaidoyer. Et nous avons comme un acquis important la sauvegarde d'un site de Yacouba Sawadogo au niveau de Gourgas à Waiguia, qui avait été parcellé par le lotissement. Et grâce à nos actions de plaidoyer, les parcelles ont été libérées et les attributaires ont bénéficié des parcelles ailleurs. Malgré ces résultats, il reste beaucoup à faire sur le terrain. Pour le réseau, la plupart des agriculteurs sont confrontés à des situations de non-respect de leurs droits fonciers. Et pour y remédier, Ten Forest compte intensifier ses actions de plaidoyer dans 8 autres sites de la même localité et sur l'ensemble du territoire où le besoin se fera sentir. Et puis pour la seconde édition du Salon de la faune et des ressources intégrées dans l'Est du Burkina a tenu ses promesses. Ce 17 décembre à Fada, ceux qui ont fait le déplacement ont pu apprécier le potentiel faunique et forestier de la région présenté en miniature au cours du salon et surtout la dynamique commerciale qui est créée autour. Alassane Kendrebego, sur place à Fadan Gourma. La coupure de ce ruban marque ainsi le top de départ du Safari du Goulmou 2015 à Fadan Gourma, un salon des aires de faune, des arts et des ressources intégrées pour rendre visibles les richesses fauniques, forestières et agro-silvopastorales du Burkina. Nous sommes venus pour faire découvrir toutes les potentialités touristiques de ce pays en matière de faune, surtout dans le parc national d'Arli. Ça, c'est la poudre de pain de singe, comme les autres le connaissent. Et ici, nous avons le soumala. Quand on parle du renier, on parle de la vannerie. Donc le renier, c'est un arbre aussi qu'on ne peut jamais jeter. Ce sont des spécificités de la région de Cascada. Selon les promoteurs, les ressources naturelles de l'Est occupent plus de 60% de l'économie locale. Toutefois, ces richesses, malgré leur importance dans l'économie rurale, ne sont pas encore bien valorisées.
cette région est potentiellement nantie en matière de ressources fauniques et forestières, qui sont parfois même méconnues même par les natifs de cette région de l'Est. L'objectif qui est visé, c'est de le faire connaître d'abord au niveau régional, ensuite au niveau national, pourquoi pas au plan international. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques s'est réjoui du safari du Goulmo. En accompagnant ce type d'activité-là, on participe en tout cas à la promotion de l'économie locale. Deuxième du genre, ce salon se tient sous le thème « Conservation des ressources fauniques et forestières, développement durable du tourisme et de l'écotourisme dans la région de l'Est ». Matérialisation des documents présente pourtant un intérêt certain pour des pays comme le Burkina Faso. Les technologies de l'information et de la communication apportent une solution à cette initiative. Oumar Sombré, Moukoun Dabiré. Une journée sans papier au Burkina Faso. C'est le concept qui est développé ici par le ministère de l'économie numérique et des postes. Un concept qui entre dans le cadre de la politique du gouvernement qui vise à préserver l'environnement par la promotion des TIC. Et je pense que les TIC, sur lesquels nous sommes tous d'accord, que ce sont des nouveaux outils qui peuvent apporter le développement, les TIC sont en mesure donc d'apporter une solution à cette difficulté. Aujourd'hui, une journée sans papier, rien qu'une journée sans papier, nous apporte énormément en termes donc de gains, en termes de productivité, en termes donc d'économie sur le plan écologique, sur le plan environnemental. Pour mieux vulgariser l'éthique, le ministère et ses partenaires ont initié une formation en création et gestion de blogs et de sites web à l'intention des étudiants et des journalistes. Nous avons appris les techniques de création et de gestion de blogs et de sites web. Je suis satisfait quand même de cette formation. J'ai pu créer mon propre site qui parle sur l'eau, c'est la vie. 3 jours, c'est le temps qu'a duré cette formation. Et les initiateurs entendent la répéter afin d'amorcer le passage du tout papier à zéro papier. En cinéma, on a presque tous étudié sous des lampadaires durant nos années d'études. Parce qu'au Burkina Faso, seulement 13% de la population a accès à l'électricité. Un jeune réalisateur est allé à la rencontre de ses élèves ou étudiants contraints d'utiliser les lampadaires publics pour préparer leurs concours ou leurs examens. Ce 17 décembre, à l'Institut français de Ouagadougou, le film a été projeté pour le public, suivi d'un débat avec le réalisateur et l'équipe de tournage. Compte rendu, Moukoun Dabiré. L'espoir du lampadaire, un documentaire qui aborde la question de l'accès à l'électricité au Burkina. Le film dépeint les conditions d'études précaires de l'univers scolaire et estudiantin. Faute d'électricité à domicile, élèves et étudiants ont pour seul recours les lampadaires publics pour la préparation de leurs examens et concours. Ce film nous rappelle nos propres souvenirs. Vous voyez que les étudiants, les conditions à l'université, comment manger, comment dormir, comment étudier, voilà, ça interpelle. On a tous passé par ça, voilà, donc on s'est dit, bon, pourquoi ne pas amener ce sujet pour susciter un peu de réponse à ces phénomènes. Pour l'équipe de réalisation, il s'agit de mettre le doigt sur un mal qui ronge la société et poser du même coup le problème de la formation de la jeunesse burkinabé. J'ai voulu susciter l'intérêt, pas seulement de l'Afrique, mais aussi de l'Europe. Moi, je suis européenne et malheureusement, c'est très triste de voir que seulement le 13% de la population au Burkina a accès à l'électricité. Dans mon pays, on a le 100%. Et moi, je souhaite que pour le Burkina, ça sera très vite comme ça. Les initiateurs nourrissent l'espoir que le documentaire suscitera une réaction des autorités afin que soit prise en compte la question de l'énergie dans la formation académique, dans les écoles et universités en Afrique. Et puis pour terminer, dans l'actualité des hebdomadaires, le journal du jeudi porte sa réflexion sur le 17e anniversaire de la disparition de Norbert Zongo et le bilan de la transition. La revue des hebdos est signée Issa Lankwandé. Le journal du jeudi revient sur la commémoration de l'an 17 du drame de Sapuy. Le dossier ne connaît toujours pas de dénouement et Gigi voit dans les différentes actions posées depuis la réouverture du dossier seulement que de bonnes intentions, mais toujours pas la vérité.
D'abord Kafando, puis son premier ministre avait annoncé en 2014 que la lumière serait faite sur les circonstances de la mort du journaliste. La ville de Ouagadougou a aussi procédé au baptême d'une avenue à son nom que de proclamations de bonne foi clame le dromadaire. Les autorités ont posé des actes qui font penser qu'on va dans la bonne direction, mais la soif de vérité et de justice est loin d'être étanchée. Pour Gigi, l'éclaircie viendra seulement avec la veille des acteurs de la société civile qui ont fait de la manifestation de la vérité leur leitmotiv. La pression qu'elles ont décidé de maintenir sera la seule qui permettra de savoir qui a tué Norbert Zongo et qui a ordonné de le faire, conclut Gigi. Dans sa rubrique Digeste, le dromadaire se penche sur la politique nationale en s'essayant à un bilan de la transition à quelques jours de son terme. De bilan, il s'agit plutôt de ce qu'il qualifie de non-dit de la transition. Si de l'extérieur on peut affirmer que tout est bien qui finit bien, de l'intérieur ce n'est pas le sentiment qui se dégage, affirme Gigi. Pour le journal, le problème n'est pas tant les actes posés par les acteurs de la transition, mais plutôt le fait que ces actes aient été posés sans explication à l'opinion. Sont de ces actes la promotion du Premier ministre au grade de général de division ou encore celle de certains de ces acteurs au poste d'ambassadeur. Saurait-on jamais ce que cela cache, s'interroge le dromadaire qui espère que si, car la fin de la transition ne signifie pas la disparition de ces acteurs. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.